ma fille Violette est née, j'avais pas grand-chose à lui offrir. Ma femme et moi travaillions tous les deux, mais le logement était cher là où nous vivions, et une grande partie de nos revenus servait à louer notre appartement exigu de 2 chambres. Posséder sa propre maison n'était alors qu'un rêve. Tous les vêtements de bébé et autres articles que nous avions achetés pour préparer la naissance de Violette avaient été achetés d'occasion, et j'avais pris un 2e emploi pour m'assurer que nous aurions les moyens d'acheter du lait maternisé et d'autres produits de première nécessité. La première fois que j'ai tenu Violette, j'ai baissé les yeux sur ce petit visage ridé et je savais que toute lutte dans les jours à venir en valait la peine. Elle était parfaite et elle méritait une vie parfaite. J'ai regardé ma femme Tara et j'ai souri. Un jour, lui ai-je dit, je vais m'assurer que cet enfant a toutes les étoiles dans le ciel. Quand Violette avait 5 ans, elle a attrapé la varicelle d'un autre enfant de son école maternelle. Pour cette raison, elle a dû rester à la maison pendant 2 semaines, pendant que l'infection suivait son cours. C'était extrêmement dur pour elle. C'était une enfant très sociable, et être séparée de ses amis pendant si longtemps a rapidement commencé à faire des ravages. Dans un effort pour lui remonter le moral, je me suis arrêté dans une friperie en rentrant du travail, et j'ai acheté un télescope que j'avais vu quelques jours plus tôt. Je l'ai installé à la fenêtre de sa chambre, et j'ai éteint les lumières. Elle fixa la nuit claire pendant des heures, fascinée par le ciel et les choses qui le remplissaient. Quand elle est finalement allée se coucher, elle s'est blottie contre son oreiller et m'a demandé si un jour elle pourrait aller dans l'espace. Je suis sûr que tu le feras. Tu voleras jusqu'à l'espace et deviendras la princesse de toutes les étoiles du ciel, lui ai-je dit. 2 ans plus tard, lorsque Violette était allongée sur un lit dans un service de cancérologie pédiatrique, je lui rendais visite chaque soir après le travail et toute la journée le week-end. J'aurais passé chaque instant avec elle, si ça avait été possible. Mais je devais rester employé pour pouvoir continuer à payer notre assurance maladie. Tara n'a jamais quitté son chevet, donc j'étais réconforté puisqu'elle n'était jamais seule. Le cancer était agressif, et tandis que les médecins essayaient tout ce qu'ils pouvaient, la maladie continuait de progresser vers sa conclusion inévitable. Il n'y a pas de préparation à la mort d'un enfant. Ma femme et moi avons fait de notre mieux pour nous préparer à ce qui allait arriver. Mais chaque jour qui passait, nous avons commencé à nous effondrer de plus en plus. Il n'y avait plus de mots d'encouragement entre nous, plus de promesses que les choses allaient s'améliorer. Il n'y avait que le silence, alors que nous nous asseyions à côté du lit de Violette, chacun de nous tenant une de ses petites mains, alors que nous regardions le moniteur de fréquence cardiaque. Un jour, le jour le plus terrible que j'ai jamais connu, le médecin responsable du cas de Violette nous a dit qu'elle avait moins de 24 heures. Quelque chose s'est brisé en moi pendant qu'il parlait, quelque chose qui ne serait jamais plus comme avant. Sachant que je ne pouvais pas retourner dans sa chambre en tant que j'étais dans un tel état, je suis allé dans les toilettes à l'extrémité du couloir du service et je me suis enfermé dans les cabines. La douleur, la frustration, la peur et 1000 autres émotions se sont abattues sur moi comme un raz-de-marée et j'ai pleuré si fort que j'étais à bout de souffle. Après avoir finalement repris le contrôle de moi-même, j'ai pris plusieurs respirations profondes avant de me nettoyer avec du papier toilette. J'ai quitté la cabine et je me suis aspergé le visage d'eau froide au lavabo. Je me suis aperçu dans le miroir pendant que je le faisais. Le visage qui me regardait avait l'air vieux, fatigué, presque méconnaissable. Une voix appela mon nom depuis l'entrée de la salle de bain. Je me retournai pour retrouver un homme bien soigné, vêtu d'un costume qui se tenait là, une mallette serrée à 2 mains. Il était plus âgé que moi, même s'il était difficile de déterminer exactement quel âge il avait. Il s'est présenté comme Silas Pembroke. Il a dit qu'il représentait un scientifique privé qui avait travaillé sur des traitements radicaux pour les maladies en phase terminale. Son employeur avait entendu parler d'état de Violette et il croyait qu'elle était une candidate parfaite pour son programme. Le coût du traitement serait élevé, m'a prévenu Pembroke. Et si Violette devait le recevoir, je ne pourrais en parler à personne d'autre qu'à ma femme. C'était avant-gardiste, mais non approuvé par le gouvernement. « Dites-moi, » dit Pembroke, en levant un sourcil gauche, « que donneriez-vous pour que votre fille vive ?»« N'importe quoi, » répondis-je immédiatement. « Je donnerais toutes les étoiles du ciel. » Ça a semblé le satisfaire, et il m'a dit que l'assistant du scientifique serait en contact peu de temps avant qu'il ne quitte les toilettes. Je ne savais pas exactement ce que j'avais accepté, mais ça n'avait pas vraiment d'importance. Tout ce qui comptait, c'était qu'il y avait une dernière chance pour ma fille. Il n'y avait pas de prix trop élevé pour ça. J'ai raconté à Tara ma rencontre avec l'étrange homme, et bien qu'elle ait convenu que j'avais fait ce qu'il fallait, elle semblait douter de quelque chose en sorte. Normalement,
j'aurais partagé ce sentiment, mais il y avait quelque chose chez Pembroke qui me faisait croire que ce qu'il offrait était légitime. Je savais qu'il y avait une possibilité très réelle, que je n'y crois que parce que je voulais que ce soit vrai, mais un faux espoir valait mieux que pas d'espoir. 1 heure après le coucher du soleil, un autre homme entra dans la chambre de Violette. Il portait une blouse de laboratoire blanche et il avait un bloc-notes caché sous un bras. Malgré la façon dont il était habillé, cependant, je pouvais dire immédiatement qu'il n'était pas médecin. Il nous a accueillis, Tara et moi, avec un sourire et nous a dit qu'il s'appelait Peter Lewis. Il était l'assistant de la personne qui effectuerait la procédure de Violette. Il nous a dit que le scientifique souhaitait que son nom reste anonyme et que l'une des conditions de la procédure serait que nous ne serions pas autorisés à y assister. Le personnel de l'hôpital non plus. Et ça avait déjà été réglé avec eux. J'ai eu l'impression que certaines ficelles avaient été tirées et que l'accord du personnel n'avait pas été volontaire. Le sujet s'est ensuite tourné vers le paiement. Lewis nous a informé que, même si aucune compensation monétaire n'était requise, l'un d'entre nous, ou les deux, serait invité à effectuer un certain nombre de tâches pour aider à la recherche du scientifique. Ces tâches seraient assignées chaque fois qu'elles seraient nécessaires. Quand j'ai demandé ce qui se passerait si nous n'étions pas en mesure de faire ce qu'on nous demandait, il m'a carrément informé que ce qui était fait pour aider Violette pouvait facilement être inversé. Bien que nous n'étions pas à l'aise avec l'accord, nous l'avons quand même fait. Quel autre choix avions-nous ? Lewis nous a fait sortir de la pièce et vers une salle d'attente. Pendant qu'il le faisait, les plafonniers du couloir commencèrent à s'éteindre un par un. Au début, j'ai pensé qu'il y avait une panne de courant, mais après un moment, j'ai réalisé que les lumières de sécurité de secours ne s'allumaient pas. Toutes les lumières étaient délibérément éteintes. J'ai demandé à Lewis d'expliquer ce qui se passait. « C'est nécessaire », a déclaré Lewis. Il sourit d'un étrange sourire, et ses yeux s'éloignèrent, comme s'il se remémorait un souvenir oublié depuis longtemps. « Monsieur Gangly marche dans les couloirs. » J'ai pas reconnu la langue qu'il parlait, mais avant que je puisse poser des questions à ce sujet, il nous a demandé de nous asseoir dans la salle d'attente, et il nous ferait savoir quand la procédure serait terminée. Encore une fois, n'ayant pas beaucoup de choix, nous avons fait ce que nous avait dit. La dernière des lumières du sol s'éteignit, et la seule illumination était la faible lueur des écrans d'ordinateur et de divers équipements dans le couloir. Lewis était parti. J'ai levé les yeux et j'ai remarqué que le voyant rouge d'une caméra de sécurité à proximité était éteint. Je me forçais à détourner le regard. Tara et moi avions pris notre décision, et nous allions devoir nous y tenir, quoi qu'il arrive. Une porte quelque part dans le couloir a claqué. Quelques instants plus tard, j'ai entendu des bruits de pas s'approcher. Lewis est apparu dans l'embrasure de la salle d'attente. « Votre aide est requise plus tôt que prévu », a-t-il dit en me tendant un bout de papier avant de retourner dans le couloir. À l'aide de la lumière de mon téléphone portable, j'ai examiné le papier plié. Il était fait de parchemin et il était un peu plus épais qu'un morceau de papier standard. Tara regarda silencieusement pendant que je le dépliais. Le message à l'intérieur était écrit dans une calligraphie exquise. « Veuillez avoir la gentillesse de vous rendre à la morgue et de récupérer les poumons d'une certaine Madame Caroline Tafford. » J'ai lu et relu la phrase, alors que le message était assez simple à comprendre. Mon cerveau ne semblait tout simplement pas capable de traiter ce qu'il me demandait de faire. Le simple fait d'y penser était suffisant pour me donner la chair de poule et me glacer le sang. C'est Tara qui a remis les choses au point. Elle avait toujours été la personne pratique dans notre relation, et cette praticité était désormais pleinement visible. Plutôt que de se concentrer sur la tâche détaillée dans la note, elle m'a plutôt rappelé que, quelques heures plus tôt, nous avions convenu de faire tout ce qui était exigé de nous pour donner à Violette une dernière chance de pouvoir grandir. À moins que nous ne soyons disposés à la laisser partir, à laisser mourir notre petite fille, nous devions nous en tenir à cet accord. Elle prit une profonde inspiration avant de se porter volontaire pour être celle qui le ferait. Je ne pouvais pas la laisser. Malgré mes propres appréhensions, j'allais pas lui permettre de prendre le risque. Ce que la note demandait était dégoûtant, oui, mais c'était aussi hautement illégal. Si elle se faisait prendre en train de voler des parties du corps d'un cadavre, elle irait en prison. C'était mieux si c'était moi qui le faisais. Elle a essayé d'argumenter, disant que nous étions mariés ensemble et que Violette était notre enfant. Il serait plus sûr pour nous de le faire ensemble. On pourrait faire attention l'un à l'autre. J'ai juste secoué la tête et souligné que si nous avions tous les deux des ennuis, il n'y aurait personne pour Violette si elle survivait à l'intervention. Elle n'avait pas de réponse à ça et elle a dû céder. Décidant que je devais y aller avant de me convaincre de ce qui devait être fait, je quittai la salle d'attente et sortis dans le couloir sombre. Alors que je traversais vers la porte menant à la cage d'escalier, j'ai aperçu un mouvement du coin de l'œil. Il avait disparu le temps que je me retourne vers lui. J'ai froncé les sourcils
Les ombres profondes rendaient difficile d'être sûr, mais j'aurais juré avoir vu une silhouette mince et grande, si grande qu'elle touchait presque le plafond. Cependant, rien d'autre ne s'est produit pendant que je regardais. Alors, je l'ai rejeté, car mes yeux me jouaient des tours. Je suis entré dans la cage d'escalier et j'ai commencé à descendre les escaliers vers le rez-de-chaussée. Il y avait un plan de l'hôpital près du bureau principal dans le hall, et j'espérais qu'il indiquait où se trouvait la morgue. C'était l'étendue du plan que j'avais formé. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Il s'est avéré que je n'avais même pas besoin d'aller dans le hall. Quand j'ai atteint le rez-de-chaussée, il y avait une liste d'étages attachée au mur à côté de la porte. La morgue était répertoriée comme étant située au premier sous-niveau. J'ai continué à descendre les escaliers jusqu'à ma destination. Le couloir était calme quand je suis sorti de la cage d'escalier. Je restais immobile pendant un long moment, tendant l'oreille pour essayer de déterminer si quelqu'un se trouvait à proximité. Il n'y avait que du silence. Il semblait étrange qu'il n'y ait personne autour. Mais ensuite, je me suis souvenu de l'heure qu'il était. La plupart du personnel était parti pour la journée, ne laissant que les personnes affectées à l'équipe de nuit. La première porte que j'ai passée avait un panneau indiquant qu'il s'agissait d'un vestiaire. Les prémices d'une idée ont commencé à se former dans mon esprit. J'ouvris légèrement la porte et regardai à l'intérieur. Elle semblait vide. Avec un dernier regard par-dessus mon épaule, j'entrai à l'intérieur. Je suis allé vers les casiers et j'ai commencé à essayer de les ouvrir un par un. La plupart d'entre eux étaient verrouillés, et les quelques-uns qui n'étaient pas n'avaient rien à l'intérieur. Il y avait un deuxième groupe de l'autre côté de la pièce, et je me suis précipité et j'ai essayé cela aussi. J'étais presque à court de casiers quand j'ai trouvé ce que je cherchais, un qui ouvrait et contenait un ensemble de vêtements. Je me changeais rapidement, mettant mes propres vêtements dans le casier. Ils étaient trop grands pour moi, mais pas au point que quelqu'un le remarque immédiatement. Je fermais la porte du casier et m'assurais que la serrure ne s'enclenche pas. En quittant le vestiaire, j'ai continué dans le couloir jusqu'à ce que j'atteigne un placard de fourniture. Je l'ai ouvert et j'ai fouillé à l'intérieur jusqu'à en sortir un masque, une casquette de chirurgien, des gants et des couvre-chaussures. Je les ai tous mis et j'ai fermé la porte du placard. Ce faisant, j'ai vu la caméra de sécurité au bout du couloir et je me suis figé. Même si je ne croisais personne pendant la tâche qui m'avait été confiée, il y aurait des images de moi dans les couloirs du sous-niveau. Il n'y avait aucun moyen que je puisse m'en tirer comme ça. Je sentis la panique commencer à monter en moi. Cette panique s'est légèrement calmée lorsque j'ai remarqué que la lumière de cette caméra de sécurité était éteinte, tout comme celle du 3e étage l'avait été. Je fronçais les sourcils et regardais autour de moi. Il y avait une autre caméra au-dessus et à ma gauche. Également, elles étaient éteintes. Aucune chance que ce ne soit qu'une coïncidence. Je n'avais pas le temps d'y penser. Je descendis le couloir et suivis une série de panneaux indiquant la morgue de l'hôpital. Je n'ai croisé personne et j'ai commencé à me sentir un peu plus confiant, que je serais capable de faire ce dont j'avais besoin sans me faire prendre. J'ai finalement atteint la porte que je cherchais et, après une rapide vérification pour m'assurer qu'il n'y avait personne à l'intérieur, j'entrai et refermai lentement la porte derrière moi. La pièce était plus grande que ce que je pensais. Une ligne de 4 civières était soigneusement disposée au centre d'un sol carrelé gris. Une série d'éviers en argent était fixée au mur à ma droite, et au-dessus de ceux-ci se trouvaient de grandes boîtes à lumière qui brillaient en blanc. 3 tables métalliques ont été boulonnées au sol. Diverses pièces d'équipement étaient attachées à ces tables, et des lumières accrochées à des bras mobiles étaient suspendues au plafond au-dessus d'elles. Un plateau avec de petits instruments médicaux était placé à côté de chacun. C'est cependant le mur de l'autre côté de la pièce qui a retenu mon attention. Des armoires, carrées, empilées sur 3 de hauteur et 10 de largeur, ont été insérées dans le mur. Les portes étaient toutes fermées. Chacun d'eux était numéroté et il y avait des étiquettes d'identification à poser sur un certain nombre d'entre eux. J'avais vu suffisamment de drames médicaux à la télévision pour savoir que c'était là que le cadavre était entreposé. Je regardais la porte par laquelle j'étais entré, c'était probablement ma dernière chance de rebrousser chemin. Je reportais mon attention sur les armoires et serrais ma mâchoire. C'était pas une option. Violette méritait sa chance de vivre. Je me dirigeais vers les tiroirs et sortis le billet de ma poche pour vérifier le nom de la personne que je cherchais. Caroline Tafford. J'ai lentement examiné chacune des étiquettes d'identification à tour de rôle, faisant mon chemin le long du mur en cherchant la bonne. Quand j'ai atteint la fin, cependant, j'avais toujours pas trouvé. J'ai revu les balises 2 fois, de plus, juste pour être sûr. Il n'y avait personne avec le même prénom ou le même nom que le corps que je devais trouver. « Puis-je vous aider ?» dit une voix derrière moi. J'avais été tellement absorbé par ma recherche que j'avais pas entendu la porte s'ouvrir. Me rappelant que mon visage était caché derrière le masque, je me retournai vers l'orateur. Une femme, d'une 20aine d'années, se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle portait le même type de blouse bleue que moi, mais elle portait une blouse du laboratoire par-dessus. Elle me regardait avec une expression curieuse sur son visage. Réfléchissant rapidement, je lui ai dit que j'avais été envoyé pour récupérer un échantillon de sang sur l'un des corps entreposés. Je me suis étonné de la facilité avec laquelle le mensonge m'est venu.
J'étais encore plus surpris que la femme sourit et hocha la tête. « Laissez-moi vous donner un coup de main », dit-elle en s'approchant de moi. « Docteur, le système de classement et de catalogage de Gooding peut être un cauchemar. Qui cherchez-vous » J'ai répondu avec un nom que j'avais vu sur l'une des étiquettes d'identification. Ce faisant, mes yeux ont été attirés par le badge qui était épinglé à la poche avant de sa blouse de laboratoire. J'ai dû me retenir de réagir. Écrit en lettres bleues était le nom de Carly Tafford. J'avais pas été envoyé pour récupérer les organes d'une personne décédée. J'étais là pour prélever les poumons de quelqu'un qui était encore bien vivant. J'ai su immédiatement que je pouvais pas faire ça. On m'a demandé de commettre un meurtre. Ça allait trop loin. J'ai commencé mentalement à essayer de comprendre comment sortir de la morgue sans éveiller aucun soupçon. Une image de Violette dormant dans son lit d'hôpital avec des tubes sortant d'elle m'est venue spontanément à l'esprit. Je mordis ma lèvre inférieure en regardant la femme ouvrir une des portes sur le mur. Une pensée se répétait sans cesse. Soit elle est morte, soit ma petite fille est morte. Alors qu'elle me tournait le dos pour commencer à dérouler le corps sur son plateau en métal, j'ai tendu la main vers l'une des tables à instruments et j'ai attrapé un scalpel. J'ai rapidement réduit la distance entre nous, mis ma main sur sa bouche et transpercé son cou avec la lame. J'ai tiré fort et il a glissé sur sa gorge avec une facilité surprenante. Elle essaya de lutter contre moi, mais il était beaucoup trop tard. Du sang coulait de la longue incision. Je fermais les yeux et gardais mes bras enroulés autour d'elle jusqu'à ce que le dernier combat soit terminé. Son corps s'appuya contre moi et je l'abaissai lentement sur le sol. Elle me regarda avec peur et confusion alors que la lumière s'estompait de ses yeux. Je l'avais fait. J'avais en fait tué quelqu'un. Je fixais le corps de la femme pendant un long moment avant de me précipiter vers un lavabo, d'enlever mon masque et de soulever le contenu de mon estomac. Je savais que je n'avais pas fini. La tuer n'avait été que la première étape. J'ai utilisé le pulvérisateur attaché à l'évier pour laver mon vomi dans le drain. Remettant le masque, je me suis approché du corps et j'ai réussi à le hisser sur la table la plus proche. C'était pas facile. Elle devait pas peser beaucoup plus de 50 kilos. Mais essayer de manœuvrer même ce petit poids mort était extrêmement difficile. L'heure suivante a été la pire de ma vie. J'avais aucune formation médicale et je connaissais certainement rien au prélèvement d'organes. Alors que les outils nécessaires pour retirer les poumons étaient tous là, je savais pas comment les utiliser correctement. Le résultat était un corps horriblement mutilé. Ça me rendait malade de penser à ce que j'avais fait à cette pauvre femme qui n'avait pas mérité cette profanation. Je m'attendais à ce que la porte de la morgue s'ouvre pendant que je travaillais, mais ça s'est jamais produit. Apparemment, la femme avait été la seule affectée à cette équipe, ou du moins la seule à travailler activement dans cette section de l'hôpital. C'est ainsi que je me suis forcé à penser à elle, la femme. Je pouvais pas me permettre de l'appeler par son nom, pas même dans mes propres pensées. Ça servirait qu'à me rappeler qu'elle avait été une personne vivante, quelqu'un avec des sentiments et des désirs et une famille. Il valait mieux la déshumaniser dans mon esprit. C'était le seul moyen que j'avais pour réussir à mener à bien ma tâche macabre. Quand j'ai finalement coupé les poumons de la poitrine de la femme, j'ai cherché dans la pièce quelque chose pour les mettre. J'ai repéré une glacière portable dans un coin de la pièce et je l'ai récupérée. Il était marqué dessus pour être utilisé pour transporter des organes à transplanter. Ça aurait été drôle si j'avais pas été aussi secoué et dégoûté par l'acte horrible que je venais d'accomplir. J'ai placé les poumons à l'intérieur, ils étaient étonnamment lourds. Il n'y avait aucun moyen de cacher ce que j'avais fait. Il y avait plein de sang partout. Je me dirigeais vers la porte et à la dernière seconde, je m'empêchais de l'ouvrir. Tout comme la chambre, j'étais couvert de sang. Si je sortais dans le couloir vêtu de ces vêtements, j'allais laisser une trace. J'ai enlevé les vêtements et les ai mis en boule avec le masque, la casquette et les couvre-chaussures. Avec le paquet sous un bras et la glacière sous l'autre, je suis sorti dans le couloir à peine vêtu et je me suis précipité vers le vestiaire. J'ai rapidement utilisé l'une des douches pour me rincer le corps avant de m'habiller. L'ensemble du processus n'avait pris que 5 minutes environ, mais chaque seconde qui passait était un instant plus proche du moment où le corps de la femme serait découvert. J'ai fini de m'habiller et j'ai regardé la boule de vêtements posée sur le sol devant le casier. Je savais pas quoi en faire. Lorsque la police allait être inévitablement appelée, elle procéderait à une fouille approfondie de l'hôpital. Ça signifiait que le simple fait de jeter les vêtements à la poubelle ne fonctionnerait pas. Je savais pas où les cacher, où ils ne seraient pas découverts. La porte du vestiaire s'est ouverte et j'ai senti mon cœur rater un battement. À ma grande surprise, l'homme d'en haut, Lewis, était entré dans la pièce. Il hocha la tête une fois en me regardant de haut en bas. « Est-ce que les articles sont dans la glacière ?» il a demandé. « Oui, » lui dis-je, ma voix sonnant faible à mes propres oreilles. « Bien, vous devriez remonter à l'étage pour être avec votre femme et votre fille. Je m'en occupe. »
Il désigna les vêtements avec son menton. Laissez la glacière ici aussi. Violette? Il sourit légèrement. Elle ira très bien. La procédure est terminée et ce fut un succès complet. Tant que vous respectez votre part du marché, elle vivra une vie longue et heureuse. Violette a en effet récupéré complètement. À ce jour, il n'y a plus aucun signe de cancer ni de quoi que ce soit. Elle est en meilleure santé qu'elle l'a jamais été. Ses médecins sont incapables de l'expliquer. Le terme « miracle » a beaucoup été utilisé, mais Tara et moi, nous savons. C'est pas une intervention divine qui l'a sauvée. C'était un sombre marché conclu avec un diable noir. Je n'ai jamais été autant interrogé sur la mort de Caroline Carly Tafford. Au cours des 2 dernières années, nous avons reçu 3 autres notes finement écrites sur parchemin. Chacune d'elles nous a été remise en main propre par Pembroke, l'homme qui m'avait d'abord approché dans les toilettes. Je ne sais pas avec certitude pourquoi c'est toujours lui, mais d'après ce que j'ai pu reconstituer, je pense qu'il gère certains types d'affaires pour le scientifique anonyme. Apparemment, ça inclut le service de messager. Chacune des tâches a été aussi mauvaise, sinon pire, que celle que j'ai dû accomplir à l'hôpital. Malgré les objections de Tara, je les ai toutes faites moi-même. Je veux pas que ses mains soient salies comme les miennes, je l'aime trop pour ça. Le pire, dans les tâches, la partie qui m'empêche vraiment de dormir la nuit, c'est qu'elles deviennent plus faciles, pas les actes eux-mêmes, mais me convaincre de les accomplir. Je m'habitue aux meurtres, je les apprécie pas, je suis pas une sorte de psychopathe, c'est juste que j'ai plus cette voix derrière la tête qui me sert de conscience. J'ai changé d'une manière fondamentale que je peux pas tout à fait expliquer. Même si j'avais encore une crise interne à propos de ce que je fais, j'aurais qu'à regarder Violette vivre sa vie pour la faire taire. Pour la voir grandir au lieu de mourir effrayée dans ce lit d'hôpital fait que tout en vaut la peine. Certaines personnes peuvent dire que la vie d'un enfant vaut pas la peine d'en prendre plusieurs autres. Ces personnes n'ont jamais été confrontées à la certitude de perdre leur enfant auparavant. Peu importe ce que le mystérieux bienfaiteur de Violette me demande, je le ferai. Je serai le boucher qu'il veut que je sois. Pour ma fille, je continuerai à tuer jusqu'à ce que le sang tache toutes les étoiles du ciel.